concernant les bases anatomiques du poumon nécessaires à la compréhension des examens. C'est l'organe de l'hématose qui a lieu au niveau de la membrane alvéolo-capillaire. Les poumons sont pairs et non symétriques, délimités sagittalement par le médiastin. Ils sont situés dans la cage thoracique, posée caudalement sur le diaphragme. Leur base est concave vers le bas, leur bord médial présentant le hile pulmonaire est également concave, leur bord latéral est convexe tandis que l'apex correspond au dôme pleural et dépasse de la cage thoracique. Le poumon droit est plus gros que le gauche et son apex est plus pointu. Les poumons sont constitués du parenchyme pulmonaire et de l'arbre bronchique, dont la dichotomie dicte la séparation anatomique des poumons. Ils sont recouverts d'un mésothélium, la plèvre, dont les deux feuillets, viscérales et pariétales, délimitent une cavité virtuelle, la cavité pleurale. Ainsi, les poumons sont divisés en lobes, eux-mêmes divisés en segments, eux-mêmes divisés en lobules pulmonaires, présentant des sacs pulmonaires contenant des alvéoles. Le lobule pulmonaire est l'unité de base fonctionnelle du poumon. C'est la plèvre viscérale, recouvrant les poumons qui séparent les lobes, en se prolongeant dans les scissures. L'arbre bronchique débute par la trachée, qui se divise ensuite au niveau de la carène en T5, en 2 bronches principales qui donneront 5 bronches lombaires, qui donneront 19 bronches segmentaires, elles-mêmes à l'origine des bronchioles terminales débouchant dans les lobules. La bronchoscopie permet l'exploration de l'arbre bronchique, dont chaque division permet la ventilation d'une zone spécifique du poumon. Il est donc essentiel d'en connaître la correspondance anatomique pour localiser un cancer, par exemple. L'anatomie de l'arbre bronchique correspond avec la segmentation pulmonaire. Le poumon droit est constitué de 3 lobes, délimités par 2 scissures, horizontales et obliques. Le lobe supérieur est divisé en 3 segments, ventilés par les bronches segmentaires apicales, dorsales et ventrales, issues de la bronche lobaire supérieure droite. Le lobe moyen est divisé en 2 segments, ventilés par les bronches segmentaires latérales et médiales, issues de la bronche lobaire moyenne droite. Le lobe inférieur est divisé en 5 segments, ventilés par les bronches segmentaires médiales, latérales, ventrales, dorsales, et la bronche de Nelson, issue de la bronche lobaire inférieure droite. La bronche de Nelson ventile le sommet de Fowler. Le poumon gauche est constitué de 2 lobes, délimités par une scissure oblique. Le lobe supérieur est divisé en 4 segments, ventilés par les bronches segmentaires apicodorsales et ventrales, issues de la bronche culminale, ainsi que par les bronches segmentaires crâniales et caudales, issues de la bronche lingulaire. Les bronches lingulaires et culminales sont issues de la bronche lobaire supérieure gauche. Le lobe inférieur est divisé en 5 segments ventilés par les bronches segmentaires médiales, latérales, ventrales, dorsales et la bronche de Nelson, issue de la bronche lobaire inférieure gauche. La bronche de Nelson ventile le sommet de Fowler. Concernant le drainage lymphatique des poumons, important en cancérologie, celui-ci est principalement assuré par le canal thoracique à gauche, se jetant dans la veine sous-clavière gauche. C'est pourquoi les métastases des cancers pulmonaires se logent souvent au niveau du ganglion de Troisier. La bronchoscopie souple. Il s'agit d'un examen réalisé avec un endoscope formé d'un tube souple de 6 mm de diamètre et d'un oculaire à travers lequel on peut observer les bronches. Cet examen permet de réaliser des biopsies bronchiques ou transbronchiques et des lavages broncho-alvéolaires. Le fragment prélevé est ensuite envoyé dans un laboratoire d'anatomopathologie pour être analysé. La biopsie bronchique permet d'établir un diagnostic en cas de lésion suspecte ou de tumeur au niveau des bronches, de déterminer si le cancer régresse ou pas lors du suivi de l'évolution d'un cancer bronchique, d'orienter le choix thérapeutique en fonction des résultats de l'analyse et du type de cancer. Avant de commencer, un examinateur informe le patient du déroulement de la fibroscopie et s'assure que celui-ci est bien compris. Il vérifie aussi que le patient soit à jeun depuis 6 heures et qu'il le reste 2 heures après. Méthode. L'examen débute par une anesthésie locale au niveau du nez et de la gorge. On introduit ensuite l'endoscope dans l'une des narines, puis on le fait descendre jusqu'au larynx, tout en continuant à anesthésier localement.
L'endoscope traverse les cordes vocales, descend le long de la trachée jusqu'à atteindre la carène. On accède alors au tronc souche, aux bronches lobaires, aux bronches segmentaires et sous-segmentaires. L'appareil ne peut en revanche pas tout explorer car il est limité par le diamètre des bronches. Il ne peut donc pas atteindre les bronchioles terminales. À chaque zone de prélèvement, on introduit une pince, puis on extrait le fragment en provoquant parfois un petit saignement. Puis on fait remonter l'échantillon qu'on prépare ensuite pour l'examen anatomo-pathologique. Une fois toutes les zones accessibles explorées, on retire l'endoscope. Tout cela dure environ 30 minutes. Peu de complications surviennent. Il peut y avoir des saignements, mais cela est rare car on vérifie avant de commencer l'examen que le patient ne prenne ni d'anticoagulants ni d'antiagrégants, une désaturation artérielle et très rarement un pneumothorax. Cet examen n'est pas douloureux. Cependant, il peut être désagréable pour le patient, notamment lors de l'anesthésie de la gorge et le passage de l'appareil dans le larynx. L'écho-endoscopie. Dans le cas d'un cancer bronchique, la recherche d'adénopathie médiastinale est un point crucial de l'établissement de la classification TNM et de la stratégie thérapeutique, puisque cela va conditionner le choix du traitement. On cherche tout d'abord à détecter des adénopathies, c'est-à-dire un état pathologique des nœuds lymphatiques, susceptibles d'être atteints par des métastases. Pour cela, on utilise des examens d'imagerie capables de détecter des nœuds lymphatiques avec un diamètre supérieur à 1 cm, tel que le scanner. Ensuite, un prélèvement histologique ou cytologique est nécessaire afin de confirmer ou d'infirmer l'état des nœuds lymphatiques. Pour cela, plusieurs examens sont possibles, comme les bus TBNA que nous allons maintenant évoquer. Le patient est généralement sous anesthésie générale, puisque l'examen dure environ 1 heure et le patient ne doit absolument pas tousser. On utilise un fibroscope particulier qui permet de réaliser en continu une échographie des parois bronchiques afin de détecter la présence des nœuds lymphatiques et la lésion à ponctionner. On écarte la proximité d'un vaisseau ou d'un élément le long du trajet de la ponction grâce aux ultrasons. Ensuite, on introduit l'aiguille et toujours sous le contrôle de l'échographie, l'opérateur effectue plusieurs manipulations pour appliquer une pression négative afin d'effectuer le prélèvement. L'aiguille peut être retirée de la lésion et de l'endoscope. L'opérateur réalise la préparation de la lame pour l'envoi au laboratoire pour l'analyse histologique et cytologique. Généralement, s'il doit y avoir des prélèvements sur plusieurs nœuds lymphatiques, il faudrait commencer par les nœuds les plus éloignés, puis les plus proches du foyer d'origine. De cette manière, on ne contamine pas l'aiguille et elle n'a pas besoin d'être changée. C'est une méthode préférentiellement utilisée pour les nœuds lymphatiques des groupes 2, 3, 4, 7 et 10P. En effet, les adénopathies inféro-postérieures ne sont pas concernées par les bus TBNA puisqu'on ne peut pas y accéder. La sensibilité de cette méthode est très bonne, elle atteint 90%, c'est-à-dire qu'on arrive à prélever les adénopathies dans 90% des cas. La spécificité est, elle, de 100%, c'est-à-dire que si le prélèvement s'avère positif après l'analyse cytologique et histologique, l'atteinte ganglionnaire est certaine. Les complications sont les mêmes que celles de la fibroscopie. On y ajoute celles liées à l'anesthésie générale. Conclusion. Cette méthode, réputée comme sûre, permet d'éviter la médiastinoscopie, considérée comme la référence, mais qui est plus invasive puisque c'est une véritable intervention chirurgicale.